Mesdames et messieurs, très chers élèves ingénieurs, très chers membres de l'ANSA, nous revoilà pour ce deuxième numéro de Parcours de l'agronome qui va à la rencontre des ressortissants de l'ENSA. À la présentation A6, élève ingénieur de la 38e promotion de l'ENSA. Je suis en 4e année de formation. Alors pour aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir et le privilège d'aller à la rencontre du colonel Beyduba, qui est de la 11e promotion de l'ENSA, parrain de la 35e promotion de l'ENSA et jumelle de la 54e promotion de l'ISFAR. Alors, le colonel Beyduba est le directeur des eaux et forêts, chasse et de la conservation des sols. Colonel, bonjour. Bonjour. Alors, sans plus tarder, nous allons vous demander de vous présenter, colonel. Voilà, c'est le colonel major Beyduba. Je suis le directeur des eaux, forêts, chasse et de la conservation des sols, 11e promotion de l'ENSA. Alors, merci. Pouvez-vous un peu survoler votre cursus académique et pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui vous a poussé à intégrer l'ENSA? Voilà, après, j'ai d'abord démarré avec l'École nationale des cadres ruraux de Bambey, après le bac que j'ai fait à Saint-Louis, au lycée Faidherbe, actuel lycée El Hadji Omar Foutiyou Tall. J'ai intégré l'École nationale des cadres ruraux de Bambey, où durant 3 ans, j'ai fait une formation en foresterie. Donc en 90, j'étais sorti comme ingénieur de travaux des eaux et forêts. Après, j'ai été affecté à l'inspection régionale des eaux et forêts de Tambacounda, mon premier poste, où j'étais le chef de bureau suivi évaluation, en même temps chef de la division exploitation forestière. 1 an après, en novembre 92, j'ai été affecté au Promoville de Bakel, au projet de boisement village vert de Bakel, où j'ai fait 1 an. C'est de là-bas où j'ai fait le concours professionnel pour intégrer l'ENSA en 93, donc intégrer la 11e promotion. J'ai fait GR, génie rural à l'ENSA. Je reviendrai certainement pourquoi j'ai fait GR en tant que forestier. On est sorti en novembre 1996. Je suis resté 1 an et demi de chômage. Moi et le colonel Bababa, nous sommes restés 1 an et demi. Après, j'ai été affecté comme adjoint à l'inspecteur régional des eaux et forêts de Fatick. Je suis resté là-bas jusqu'en décembre 2000. J'ai été nommé chef du secteur des eaux et forêts de Dakar. 3 ans, j'ai fait là-bas 3 mois plus tôt, 3 mois à Dakar. Après, j'ai été nommé inspecteur régional des eaux et forêts de Saint-Louis, où j'ai fait 3 ans. En décembre 2003, j'ai été nommé coordonnateur du programme agriculture, gestion des ressources naturelles, le programme Goulanafa, un programme de l'USAID. C'est avec ce programme que j'ai eu une bourse pour faire un master en économie forestière à Virginia Tech, aux États-Unis. Quand je suis revenu, j'ai été nommé inspecteur des eaux et forêts de Thiès. Et en septembre 2012, j'ai été nommé directeur de la planification et la veille environnementale, une nouvelle direction qui venait d'être créée au niveau du ministère de l'Environnement, qui a suppléé la cellule d'études de planification et de suivi, la CEPS, qui était déjà au niveau du ministère, qui a été transformée en direction nationale. Et j'ai été le premier directeur de la DPVE, direction de la planification et la veille environnementale. Et en février 2014, j'ai été nommé directeur national des eaux, forêts, chasse et de la conservation des sols. Donc c'est le mois de février passé que je venais de boucler mes 8 ans à la tête de la gestion des eaux et forêts. Bon, quand j'étais inspecteur des eaux et forêts de Saint-Louis, je m'étais inscrit aussi au CESAC, où j'ai fait le double diplôme du CESAC et de l'IAE de Poitiers. IAE Poitiers, Institut administratif des entreprises de Poitiers. Et au CESAC, j'ai fait le DESAC,
diplôme d'études supérieures en gestion, administration des entreprises. Je viens de terminer, ça fait tout juste encore bientôt 3 mois, un master en études diplomatiques et stratégiques, le CEDS. Je m'étais inscrit aussi en master passation des marchés. J'ai fait tout le cours, tous les examens, mais je n'ai pas soutenu mon mémoire. C'est pourquoi c'est un diplôme que je ne mets jamais dans mon CV, puisque... Et pourtant, j'ai terminé la formation en 2014, hein, mais depuis lors, je n'arrive pas à préparer ce mémoire. Ça peut peut-être servir d'anecdote. En tout cas, voilà brièvement le parcours que le Tout-Puissant m'a gratifié, qui a démarré donc en novembre 1991 jusqu'au moment où je vous parle. Colonel, vous avez eu un long parcours, parmi lesquels vous avez eu à faire un séjour à l'ENSA. Alors, comment était ce séjour à l'ENSA, tant sur le plan pédagogique comme sur le plan social? Je dois avouer très sincèrement que l'ENSA, c'est une école qui m'a beaucoup marqué. Vous savez, c'est une école d'excellence. Et il m'arrive de dire souvent à des amis, heureusement, dans mon cursus, il y a ENSA. S'il n'y avait pas ENSA dans mon cursus, j'allais vivre ce manque durant des années et des années. Mais aujourd'hui, je remercie Dieu le Tout-Puissant de m'avoir fait passer par cette école prestigieuse. Et elle a toujours été, hein, depuis que l'école était INDR, ENSA, au vu de la formation, au vu de la qualité des enseignements. En tout cas, nous, à l'époque, c'était très dur. Il y avait la première barrière, c'est la première année. Bon, nous, en tant que professionnels, on est allé directement en 3e année. 3e année, c'est la phase carrément agronomique. C'est là où tu apprends carrément les sciences agronomiques avant d'aller vers les spécialisations. Le système de bloc a fait redoubler beaucoup de camarades qui étaient pourtant méritants. C'est l'une des rares écoles d'ingénieurs où facilement on peut perdre une année. C'est l'une des écoles d'ingénieurs qui fait que dès la première année, tu es bien formé en sciences, mathématiques, physique, chimie. Dès la première année, tu es prêt à affronter toutes les spécialités. Un bon programme, un programme de 6 ans. On disait que c'est le programme de Jean Blou qui a été comprimé en 5 ans. Les gens démarraient les cours à l'époque en janvier et fermés en novembre. Les gens n'avaient que, durant 5 ans, les gens n'avaient que 45 jours de vacances durant 5 ans. Donc cette école nous a beaucoup marqué. Les cours étaient vraiment denses et on avait de bons professeurs. Il y avait une rigueur. Nous sommes tombés sur des moments quand même difficiles. Mais pourquoi j'ai choisi cette école l'ENSA? Bon, déjà, depuis les cadres ruraux, depuis quand j'étais au cadre rural de Bambey, j'aimais beaucoup la pédologie. On l'appelait DRS, Défense et Restauration des sols. C'est un cours qui me plaisait beaucoup à l'ENSER. C'est pourquoi quand je faisais mon mémoire de Bambey, j'avais choisi le Proboville de Bakel. Le Proboville de Bakel, le projet boisement villageois de Bakel, travaillait sur les lacs collinaires, les digues, les barrages. J'avais choisi un mémoire pour Bakel et je me souviens à l'époque, notre chef de centre, Mr. Willer, je pense bien, c'est un Suisse, il m'avait dit, ah, attends, si tu choisis d'aller à Bakel, on ne va pas te suivre. À l'époque, les profs faisaient le tour des étudiants, des stagiaires pour voir comment ils se déroulent leur mémoire de fin d'études. Mais du coup, si tu vas à Bakel, les profs ne viendront pas te suivre. J'ai dit, c'est pas grave, moi, je vais aller à Bakel.
tellement j'aimais ce domaine. Quand j'ai fait mon mémoire sur l'aménagement des bassins versants de Fandalé, à l'époque, Fandalé, à Bakel, en 92, mon maître de stage qui m'avait encadré à Bakel, il devait aller à Alexandrie. Donc on m'a affecté à Bakel pour le remplacer. Pour évoluer encore dans cette chose-là que j'aimais, c'était la conservation des sols. Mais le projet avait recruté un GR. Un GR qui presque faisait tout le travail. Moi, dans l'administration, j'étais le chef de division. Mais en réalité, lui qui était dans ma division, c'était lui le patron, parce que c'était lui le GR. Après, mon directeur à l'époque, le colonel Babgafe, il m'a dit, mais Bédi, qu'est-ce que tu empêches d'aller faire génie rural, puisque toi tu aimes ça. C'est comme ça que j'ai tenté le concours de l'ENSA. Et je me souviens bel et bien, lors des entretiens, lors des oraux, les profs m'avaient dit, après les écrits oraux, on m'avait dit, mais pourquoi tu as choisi l'ENSA? Je suis venu faire GR. Je me souviens, un des membres du jury m'avait dit que, GR, toi tu ne connais pas l'école. Si tu connaissais l'école, tu n'as pas choisi GR. Je dis que moi, c'est ça où j'arrête le concours. Moi, je préfère partir. Je suis venu pour faire GR. Donc, c'est ça qui m'a poussé un peu à faire l'ENSA et à choisir cette spécialité qui est en relation avec la foresterie. C'est la direction des eaux et forêts chasse et de la conservation des sols. Donc, c'est... Et comment était votre séjour? Vous avez tantôt parlé sur le plan pédagogique, sur l'aspect pédagogique. Maintenant, socialement, comment était votre séjour à l'ENSA? C'était très bien. C'était une famille. Et je crois que jusqu'à maintenant, déjà quand je vois ensemble, en se taquiner, je vois toujours que cet esprit de famille était là. À l'époque, il y avait les professionnels. À l'époque, nous, professionnels, on est intégrés par concours au niveau national. Et on trouvait des directs avec qui il y avait une symbiose forte à l'époque. Dès moi, en troisième année, j'étais au 7A. Et les gosses qui étaient en bas là, dans les petits, les petits genre casinos là, c'est eux qui faisaient les thés pour moi. C'était mon groupe de boys. Et c'était une belle vie. Vraiment, dans les chambres, le soir, les gens font le thé, la musique crie ici, par-ci, par-là. Tu sens une vie que tu n'as même pas chez toi, dessous de chez toi. C'était la vie, c'était une belle vie. Vie en famille. Maintenant, c'est une vie en famille, c'était vraiment... aider, vous voyez par exemple, un gars de la 4e année être plus ami avec un gars de la 5e, un gars de la 4e être plus ami avec un gars de la 2e. Donc, il y avait cette belle synergie-là qui faisait que le stress, on le vivait peu. Parce que les études à l'ENSA, ce n'est pas du cinéma. C'est une école d'ingénieurs. L'ENSA, on a bien dit école nationale, mais c'est l'école d'ingénieurs. C'est une école d'ingénieurs. Donc, ce que ça demande comme formation, le stress, les examens, les blocs, tout ça là, surtout le cours de RDM, là, quand tu as un examen de RDM, on avait commencé le matin à 9h jusqu'au vers 1h du matin, toute la journée. Bon, il y a certains cours, ça c'était un peu compliqué. Bon, mais bref, cette type de famille faisait que on s'en sortait. Maintenant, il y avait les gens faisaient le football le soir, d'autres faisaient les arts martiaux pour décompresser un peu, les autres faisaient de l'athlétisme. Voilà, donc c'est ça qui faisait un peu qu'on décompressait, quoi. Alors, tantôt, vous êtes revenu sur le choix de votre spécialisation. Alors, votre amour pour la conservation des sols vous a poussé à choisir le génie rural comme option. Est-ce que vraiment, le choix a été vraiment facile et quel lien avez-vous trouvé entre le génie rural et la conservation des sols? Oui, peut-être vous raconter quelque chose. Même jusqu'en 4e année, on a failli ne pas nous amener en GR. Quand ils ont fait le conseil de perfectionnement, le conseil qui pour
réparti les dirigeants là. Le colonel Baba et moi, on est deux forestiers à faire GR. Ils ne nous ont pas orientés. Le lendemain, je croise Sissé Gueye qui était là-bas, qui était au niveau de la scolarité. Il me dit que, mais, Beidi, Yogba, Bolini Fontoin, mais vous, pourquoi vous précisez à faire GR là? Il faut changer. Hein? Je lui dis que, mais, Sissé Gueye, on est assez responsable. Depuis qu'on faisait le concours, c'est ça qu'on voulait faire. Laissez-nous faire GR. Donc, même là, ça a failli ne pas se passer comme on le voulait, mais Dieu merci, on s'est laissé aller en GR. Et je le dis, hein, s'il fallait recommencer, je vais faire GR. Le cours était très intéressant. Je ne suis pas en train de faire un peu la publicité pour GR. Hein. Parce que souvent, des étudiants me disent, mais moi j'ai un problème de choix là, entre économie, PV, GR. Je dis qu'en tout cas, que chacun fasse ce qu'il ressent. C'est ça qui est important. Maintenant, les carrières, ça dépend de la volonté divine. La planification divine, c'est elle qui est au-dessus de tout. Mais que chacun fasse ce qu'il aime dans son cœur, ce qu'il veut. Moi, c'est ça que je voulais. Donc, les cours étaient intéressants. Et actuellement, dans le cadre de mon travail, quand on parle de la foresterie, on parle déjà de restaurer déjà les terres, restaurer la fertilité des terres. Quand on parle de foresterie, on parle d'aménagement des bassins versants. Moi, en tant que forestier, ce sont mes cours de GR que j'ai utilisés pour proposer au PNUD, au projet que coordonnait le colonel Sonkoro Ndiaye. C'est mes connaissances de l'ENSA que je peux faire le plan d'aménagement du bassin versant de Dakar Bay qui est là. C'est avec ces connaissances que le colonel Baba a supervisé des barrages, des digues qui ont été faites dans le Kolda. Et c'est avec ça qu'on fait notre travail. Aujourd'hui, même dans la gestion de rebasement, nous avons de corriger les gens. Écoutez, ne plantez pas n'importe comment. Est-ce que vous avez déjà vu la toposéquence pour voir déjà comment poser les arbres? Est-ce que vous avez même fait la pédologie, les études de sol, pour voir quels sont les types d'espèces, ceci, cela? Donc, le GR, il est presque à la base de toute action de développement rural. Quand il restaure les terres, quand il règle tout, il reconnaît les régions éoliennes, les régions hydriques, les digues filtrantes, les barrages, là maintenant. Mais il faut aller à la SAED. Mais l'irrigation, c'est les GR qui s'occupent de l'irrigation. Aller à la Sodefitex, les GR sont dans les hautes instances de décision et même sur le plan aussi opérationnel. Alors, est-ce que par là, on peut comprendre que toutes les spécialisations sont interconnectées? Oui. Vous savez, ça a été bien pensé. Tout, c'est l'agronomie. Chacun a son diplôme, ingénieur agronome. Tout le monde est ingénieur agronome. Mais quand on est déjà agronome, on peut tout faire. Les agronomes, après, ils font quoi? Ils font de la diplomatie, ils font du droit. Ils sont partout. Du journalisme. Du journalisme, voilà. Donc, quand tu es un agronome, vous savez, une anecdote, quand je faisais mes cours aux États-Unis, on avait un cours là, économie forestière, un cours. Le prof, à l'époque, bon, on était environ 5 ou 6 étudiants. Hein. Pour chaque cours, on demande aux étudiants ce qu'on appelle les prérequis. On dit, le prochain cours, c'est ça. Donc, révisez ça et ça et ça. On vous informe à l'avance. C'est ce que vous devez réviser avant le cours. Le prof, il dit, écoutez, maintenant, pour le prochain cours, il faut réviser les exponentielles, les intégrales. C'est important pour le prochain cours. Après, il me dit, toi, le Sénégalais, là, après, tu pourras passer chaque fois dans mon bureau. Si tu as des difficultés, bon, on verra. Puis je lui ai dit, ok, Kharabendorek. Quand on a commencé les cours, après, il me dit, mais toi là, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit que moi, je suis déjà agronome. J'ai fait école d'ingénieur d'agronomie d'abord. Il me dit, ah, je comprends maintenant. C'est pour dire que quand vous êtes agronome, les portes vous sont ouvertes sur beaucoup de spécialités. Je viens de terminer un master en diplomatie,
qui m'avait passé, j'ai fait la diplomatie. Je viens de le faire. D'autres font passer le marché, d'autres font autre chose. D'autres font la télédétection. Voilà. Alors, après votre formation à l'ENSA, vous avez dit que vous avez eu un moment de chômage. Donc, par là, l'insertion professionnelle n'est pas facile. Oui, non, nous c'est un cas différent parce qu'on était déjà fonctionnaires. Donc, on attendait les affectations. On était déjà fonctionnaires. Mais je sais qu'aujourd'hui, l'emploi n'est pas garanti à la sortie. Et c'est un cri de cœur. Hein. Déjà, même pour avoir des sujets de mémoire, c'est assez un problème. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal au vu où, aujourd'hui, dans toutes les structures de l'administration, c'est les hauts cadres de l'ENSA qui sont là-bas. Nos jeunes cadets ne doivent pas avoir de problème de trouver des sujets de mémoire. Puisqu'on est partout. On est dans les projets, dans les sociétés, dans les ministères. Il y a d'autres écoles d'ingénieurs qui parrainent déjà leurs cadets. Depuis l'école, ils les parrainent, ils les accompagnent. Ils sortent de l'école, ils les prennent déjà sous leurs ailes. Ils les accompagnent, ils les aident. Eux, ils veulent toujours que leur école soit une école d'excellence, qu'ils veulent garder l'image de l'école. Mais à l'INSA, je vois que souvent les jeunes cadets ont souvent difficulté pour trouver des sujets de mémoire. Ce n'est pas normal. Dans le cas où la gestion des eaux et forêts, je n'ai jamais, moi en tout cas, rejeté une demande de stage. Et stage simple, et stage de mémoire, je n'ai jamais refusé. Parce que nous, si on ne nous avait pas encadrés, on ne serait pas là aujourd'hui. Nous devons encadrer nos cadets. Et ça, c'est très, très important. En dehors même de stages, maintenant avec l'emploi. La fonction publique ne prend pas tout. Mais nous devons accompagner, pour certains qui veulent déjà se lancer dans de petites emprises agricoles, nous devons les accompagner. Là où nous gérons des projets, des programmes, nous devons les privilégier dans le recrutement. Parce que nous connaissons ces produits. C'est des périodes difficiles. Et quand vous sortez de 5 ans, vous êtes dans une école où il y a tout, votre chambre, le sang, c'est-à-dire vous n'avez pas de soucis. Vous sortez, ingénieur agronome, la famille est là, les besoins sociaux, et vous ne travaillez pas. Ça fait très mal. Nous devons vous accompagner pour ces périodes difficiles. Maintenant, quand vous sortez de l'école, il ne faut pas hésiter à foncer sur tout. C'est-à-dire, c'est à ce moment que vous allez commencer à apprendre. Ah oui, vous sortez un agronome, vous allez dans un champ à Ngoïla, mais le paysan là, mais restez derrière lui. Vous allez prendre votre cours de... Attendez, nos profs, ils avaient dit le 1000 à 45 jours, ils doivent... Le paysan avait dit, non, ça c'est la théorie. Moi, c'est ça que je faisais. Suivez ce qu'il fait. C'est-à-dire, il faut être humble. Ce que j'ai dit aux agents des eaux et forêts, vous faites 5 ans ingénieur des eaux et forêts, mais dans les, vous voyez un pépiniériste qui a fait 20 ans dans les pépiniéristes. Ce que vous dites dans vos cours là, lui il le fait en un clin d'œil et c'est fini. Donc, il faut être humble, tu connais à apprendre. Les 3 premières années, tu verras que tu es cours à l'école et le terrain, souvent il y a quelques dysfonctionnements un peu. Ça, à vous de vous réagir et là il faut être humble pour mieux apprendre. Maintenant, tout ce que vous propose, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Il faut ramper, il faut encore un peu essayer de gagner d'expérience avant d'avoir certainement certains postes dans des projets ou programmes. Alors, comment vous pourrez juger l'impact de la formation dans votre insertion professionnelle ou bien dans l'insertion professionnelle de manière générale? Oui, c'est un impact extrêmement positif. On a l'habitude de dire qu'il y a un problème entre adéquation, formation et emploi. On dit que bon, ce que tu apprends à l'école, mais un agronome ne peut pas chômer et ne doit pas chômer au Sénégal. L'agriculture est la base de notre développement. L'agriculture, c'est la base de développement de notre pays. Donc les ingénieurs agronomes, ils ne doivent pas chômer. Et c'est pourquoi aussi, leur formation, elle est bonne. D'accord, je sais que maintenant, nous quand on était à l'école, certainement des choses ont changé, certainement le programme a évolué. En parlant ainsi, je parle du programme que j'avais un peu en tête.
Mais les produits de l'ENSA que je vois sur le terrain, c'est d'excellents produits. Ils sont extrêmement bien appréciés. Ça veut dire que la formation tient bon encore. Maintenant, il faut y mettre du soi. Tu peux être bien formé, mais si tu n'es pas entrepreneur, si tu ne bouges pas. Et je vois tout le temps ces jeunes, je l'ai vu à l'ISFAR. J'ai vu des jeunes qui ont créé le petit là et qui se sont envolés, qui sont partis maintenant. Ils sont passés par la voie de l'entrepreneuriat. Oui, et ils commencent à employer des gens. Pourquoi pas des agronomes aussi, de l'ENSA. Alors, est-ce que vous pensez que c'est la meilleure solution? C'est une solution, l'entrepreneuriat ou le fait que des ingénieurs se regroupent pour entreprendre quelque chose en fait? Oui, vous savez, tout le monde ne peut pas intégrer la fonction publique. Et vous voyez certains agronomes aujourd'hui dans leurs affaires privées, mais si vous venez à la fonction publique, ils ne vont pas venir. Hein. Du point de vue salaire, c'est différent. Le privé, votre propre business, vous êtes votre propre chef, vous gérez votre entreprise. Et quand vous êtes 2 ou 3 collègues, 3 promotionnaires, associés, maintenant, il faudrait maintenant que le structure bancaire aide ces jeunes-là maintenant à décoller pour les investissements initiaux de base, vous appuyer. Et c'est là où les anciens aussi, pourquoi pas l'ENSA, je ne sais pas moi, ça va nous venir comme ça à l'esprit, hein, que l'ENSA aille jusqu'à avoir un fonds, je ne sais pas moi, pour booster les start-up là, comme on dit là, des jeunes, les encadrer, soutenir les projets initiés par des gens. Parce que déjà dans le cadre de vos mémoires, c'est des projets déjà que vous élaborez. Ou bien moi je vais aujourd'hui, je suis en 3e année avec 2 copains. Depuis la 3e année, on commence à mûrir notre projet. 5e année, on sort, on le lance. Si on nous accompagne un peu, on va aller. C'est nous qui allons recruter tous les agronomes qui vont sortir. Dans les pays développés, c'est comme ça. Hein. Tout le monde n'est pas de la fonction publique. Vous voyez. Alors, vous avez eu à passer un séjour à l'ENSA. Pouvez-vous nous raconter un souvenir ou une anecdote ou une histoire drôle qui vous a vraiment marqué à l'ENSA? Bon, c'est ça, ça me... bon, il y a eu tellement de... On était une promotion terrible, terrible, vraiment terrible. Quand je pense au Ablaye Ndaw, Lamine Dia, Ablaye Dia, Mamadou Ndaw, Sar Soil, Goulégué, Fodénia, qui est maintenant au Canada, là, Aïssatou Sakho, notre sœur, Docteur Fatima, Aïfa Fatima, Madame Niane, qui est à la Banque mondiale, c'est ma promotion. Donc, on a partagé des moments d'anecdotes extra. Bon, je sais qu'une fois, on jouait entre les écoles, là, on jouait avec le PT, avec l'ENA, ENAM à l'époque. Parce qu'on a une fois accueilli l'ESP, École Polytechnique. Bon, il y a Ablaye Ndaw qui est maintenant qui est à l'UCG, maintenant Ablaye Ndaw. Il avait fait PV, oui. Ablaye Ndaw. Bon, on était les 2 entraîneurs, quoi. Ablaye Ndaw et moi-même entraîneur. On jouait avec ESP, mais ils avaient pris des jours de rail. L'équipe de rail, ils étaient dedans, mais nous, on pense que c'est des étudiants. Des joueurs professionnels. Oui, alors que c'est des professionnels. Ils nous ont battu 11-0. 11-0. Très rapidement, ils ont convoqué une AG. À la grande salle, là. AG, la nuit même, il dit AG. Hors de jour, on va destituer Baydi et Ablaye Ndaw. On vous destitue, camarades. Non, c'est pas sérieux, c'est la honte. Non, camarades. Oh. Je ne vais pas me dire que Alors, tantôt, vous êtes revenu sur le fait que l'insertion professionnelle n'est pas du tout facile. Quel conseil aimeriez-vous avoir avant d'intégrer le milieu professionnel qu'aujourd'hui vous voulez donner à vos cadets ou aux ingénieurs fraîchement diplômés? D'accord, bon. Vous savez, bon, le contexte est un peu différent pour nous. Comme j'ai dit, nous, déjà à l'école de Bambey, à l'INSER, quand vous réussissez au concours, vous signez par force un engagement à servir l'État. C'est-à-dire,
Quand vous signez, si vous sortez de l'école, vous êtes obligé de travailler pour l'État, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on forme, on laisse les gens. Donc, nous, on n'est pas dans cette dynamique, mais tel que je l'ai dit tantôt, quand j'ai vu mes cadets de l'ENSA, j'ai vu mes cadets de l'ENSER, quand je les vois terminer l'école, souvent attendre, je demande d'abord du courage et de la foi. Moi, comme j'ai toujours pensé, j'ai toujours dit qu'il y a la planification divine. Vous connaissez ce work. Et vous voyez, au finish, tout le monde travaille. C'est rare de voir un agronome qui est resté 10 ans sans travailler. Non, non, non. Peut-être c'est 1 an, 2 ans. Mais après 2 ans, souvent, ils trouvent du travail. Ça, c'est la patience, l'abnégation. Maintenant, l'humilité pour ne rien refuser. On va vous beaucoup prendre dans les bureaux d'études. Moi, on me l'a fait. Quand je suis sorti de l'ENSA, j'ai chômé 18 mois. En tant qu'un cabinet d'études m'avait pris, mais ils m'ont utilisé comme ce n'est pas possible. Et chaque fois quand je rencontre le patron de la boîte là, il me dit mais mais c'est-à-dire on va vous utiliser dans les bureaux d'études, on ne va pas beaucoup vous payer, on va faire beaucoup de travail, mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter parce que vous serez encore toujours en période d'apprentissage et d'expérience et pour vos CV. Comme ça là, quand vous postulez, on verra quand même après l'école, vous êtes passé par ce bureau d'études, par ce petit projet, par ceci, cela. Ça va vous aider à intégrer de grands programmes. Donc, être humble, accepter certains sacrifices, on va vous utiliser. Ça c'est clair. Parce qu'on dit qu'il vient de sortir. Bon, moi, exemple. Bon, il dit, écoutez, moi, j'ai payé l'heure par exemple, 5 000. Mais le nouveau sortant, heure 1 000 francs. Mais moi, je prends. Parce que c'est l'espérance que tu vas gagner qui n'a pas de prix et qui va t'ouvrir des portes dans l'avenir. Mais encore une fois, les anciens, nous, les anciens de l'ADENSA, on est partout, dans tout le Sénégal, dans tous les projets programmes. On doit accompagner nos jeunes cadets pour amoindrir les souffrances et les difficultés. Alors, nous n'allons pas passer sous silence votre amour pour l'ENSA. D'ailleurs, hier, vous étiez là-bas en visite. Alors, on peut comprendre que c'est au vu de votre parcours et des moments que vous avez vécu qui fait que vous aimez l'ENSA à ce point. Mais aussi, tout le monde vante votre humilité. Est-ce qu'on peut dire que c'est cette humilité qui vous a permis d'être là où vous êtes aujourd'hui? C'est le Tout-Puissant Allah qui m'a amené à cette position. Mais l'ENSA, c'est une école qui m'a beaucoup marqué. C'est-à-dire, partout où je passe, n'importe où, je dis, moi, j'ai fait l'ENSA. Oui, j'ai fait l'ENSA. Et comme je l'avais dit tout à fait au début, heureusement, j'ai fait l'ENSA. Si je ne l'avais pas fait, ça allait être un trou dans ma carrière. Vous savez, l'ENSA, c'est une école de la vie. À l'époque, les gens étaient très loin en brousse. C'est maintenant que les habitations sont allées jusqu'à l'ENSA. À l'époque, c'était carrément éloigné là-bas. Loin des familles, souvent les week-ends, les gens sortaient, c'est vrai. Mais imaginez, les gens, durant 5 ans, à l'époque, le bâtiment E, il n'y avait que 2 ou 3 chambres occupées par le bâtiment E. Il y avait Huguette, Haïfa, tout ça là. Ils n'étaient même pas. C'est après qu'il y a eu petit à petit. Donc le bâtiment était. Le bâtiment D. Oui, il y a le bâtiment D, non? Il y a le bâtiment D qui était fermé. Le bâtiment E, il n'y avait même pas 10 chambres. Donc on n'était pas nombreux. Par exemple, nous, c'était un étudiant par chambre. Il y avait des chambres qui étaient fermées. On n'était pas nombreux. Donc le stress là, s'il n'y a pas cette vie de famille, ça allait être un problème. Donc tu apprends aussi. Tu rencontres n'importe quel type de personne. Tu vois un gars qui est nerveux, un gars qui est bien, un gars qui est cela. Donc
c'était la biodiversité qui était là-bas. Donc, en se frottant avec toutes ces mentalités-là, durant 5 ans, tu seras aguerri comme un homme déjà. Tu seras avec un diplôme d'ingénieur, agronome, mais avec un diplôme d'ingénieur social, quoi, si je peux dire ainsi. Parce que du fait que tu as rencontré toutes sortes de personnes et beaucoup de gens changent là-bas. C'est réajuste et finalement tout le monde sort bon. Alors, nous n'allons pas terminer cette interview sans parler de votre domaine, qui est la conservation des sols. Alors, pourriez-vous nous parler de la place de la conservation des sols au sein du développement rural? Le développement rural, bon, vous savez, notre développement, le Sénégal, dépend du monde rural, dépend de l'agronomie, dépend de l'élevage, dépend de la foresterie. Et tout cela maintenant conduit de manière harmonieuse avec les agroéconomistes. Les GR viennent, les zootechniciens viennent, les PV viennent, les agros viennent, les GR viennent. Maintenant, les économistes, maintenant, ils font tout le mixing là pour une bonne politique agricole. Les sociologues viennent, tout cela. Mais la base, c'est d'abord la terre. Quand on a des terres fertiles, l'agriculture va se porter très bien. Les pâturages vont se porter très bien. Les revenus pour les populations vont aller crescendo. Bref, on impacte toute la vie socio-économique des populations. Quand des terres sont restaurées, vous venez dans un bassin versant, vous voyez par exemple, vous faites le plan d'aménagement, vous faites d'abord l'étude hydrologique, vous calculez toutes les constantes, vous dimensionnez les ouvrages, tout en ayant en background toutes les études de sol qui ont été faites pour ce bassin versant. Vous donnez à l'agronome c'est-à-dire le diagnostic du milieu du point de vue pédologique. Et vous donnez un traitement, c'est-à-dire pour traitement genre soigner cette terre-là. Lutter contre l'érosion hydrique, l'érosion éolienne, les barrages, digues filtrantes, des retenues d'eau, des lacs collinières. Donc, tout ce que le général vous donne, c'est pour qu'au finish, vous puissiez travailler tranquillement dans ces terres-là. Et vous dimensionnez vos réseaux d'irrigation. Vous faites une bonne agriculture. Ça marche très bien, les pays en sont contents. Ils récoltent, ils tirent des revenus. Ces revenus, ils se soignent avec cet argent. Ils amènent les enfants à l'école. Ils s'habillent, ils se nourrissent. Donc, à part des revenus déjà des cultures, vous impactez la vie sociale de ces populations-là. Mes parents éleveurs aujourd'hui, avec les pâturages, ce sont les troupeaux qui vont en bénéficier. C'est le lait. Donc, voilà une autre branche de l'économie qui est encore impactée. Quand aujourd'hui les pâturages sont très bien fournis, on diminue l'intensité de la transhumance vers les zones sud. Par exemple, pour la zone nord. En diminuant la transhumance de la zone nord vers la zone sud, vous diminuez les conflits sociaux lors du parcours des transhumants. C'est le transhumant, quand tu transhumes vers le sud, c'est des conflits à n'en plus finir avec les agriculteurs. Donc en jouant sur le développement des pâturages dans certaines zones sylvopastorales, vous impactez même la transhumance, donc vous impactez sur les conflits sociaux, donc sur la paix sociale. Vous voyez que quand vous partez donc de cette stabilisation des terres agricoles, tout cela, vous impactez au finish tous les secteurs de la vie socio-économique des populations. Ce n'est pas pour rien que c'est le moteur de notre développement. Alors, colonel, nous vous remercions pour votre disponibilité, votre accueil chaleureux. Alors, quel est votre dernier mot? Vous souhaitez beaucoup de chance et beaucoup de courage. Moi, je souhaite vraiment que
que mes cadets-là, qu'ils soient de grands cadres dans la vie de ce pays, qu'ils jouent les grands rôles dans ce pays, qu'ils impactent, qu'ils marquent l'histoire de leur empreinte. Aujourd'hui, l'ENSA est en train de produire et a toujours produit des ingénieurs qui ont marqué leur empreinte l'histoire du Sénégal et même du monde. Il y a même nos anciens qui ont navigué sur la scène internationale, qui ont des renommées au niveau international, qui sont des professeurs d'université ailleurs. Et pourtant, ils ont commencé par Thiès, ici même à Thiès. Aujourd'hui, ils sont dans les grandes organisations internationales, dans les banques mondiales, BAD, partout, aux Nations Unies. Et pourtant, ces gens-là, ils ont commencé à être dans ces bâtiments-là. Soit ils étaient au bâtiment A, ou B, ou C, ou E. Ils étaient au resto là-bas, là. Ils ont joué du football là-bas, sur le terrain là-bas, là. Et souvent, ils avaient marché à pied de l'ENSA jusqu'à comment dire, au stade Lador, là. Donc, il fut dans ces étudiants qui ont vécu ces moments-là. Donc, nous vous souhaitons, vous aussi, qu'un jour vienne, que vous soyez aussi de grands cadres dans ce pays et sur la scène internationale. Moi, dernière chose, c'est l'humilité. C'est-à-dire, quand tu es humble, tu vas toujours gagner. J'ai toujours au nouveau. Vous sortez de l'école d'ingénieur des eaux et forêts, de l'ENSA. Si vous sortez, que vos galons-là, c'est des outils de travail. C'est comme la blouse du médecin. C'est comme la blouse du mécanicien. Vous portez cette tenue-là pour qu'on puisse savoir que vous êtes forestier. Mais quand vous l'enlevez, vous êtes un être humain, tout simplement. Donc, la discipline, le respect, l'abnégation, le courage doivent être vos armes. Et Inch'Allah, Dieu va vous accompagner. Merci. Chers élèves ingénieurs, chers membres de l'ADENSA, nous sommes au terme de cette émission. Alors, nous remercions le colonel Beydeba pour la disponibilité et l'accueil chaleureux. Nous remercions tous qui ont contribué à la réalisation de cette émission. Alors, abonnez-vous à la chaîne YouTube de l'ENSA, aimez et partagez cette vidéo. Nous vous remercions.